Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors pour cette grande reprise de l'émission qui se passionne et questionne aussi autour de l'innovation, eh bien j'ai demandé à la présidente du Conseil national du numérique de m'accompagner tout au long de cette édition. Alors je l'interviewerai tout d'abord sur un rapport qui a été remis récemment par son institution sur les travailleurs des plateformes. Alors ce sont souvent des jeunes qui, faute de mieux, acceptent des missions pour des ogres du numérique qui sont toujours en quête de petites mains. En quoi ces nouveaux employeurs changent la donne sur le marché du travail? C'est donc ce que nous verrons avec Salwa Toko. Et puis Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, nous poserons la question à 4 autres invités sur l'anonymat sur Internet. L'anonymat sur Internet, est-ce que c'est un vrai, un faux problème? Est-ce qu'il faut d'urgence supprimer les pseudonymes? Ou au contraire, est-ce qu'on doit plutôt se méfier de l'idée de toujours avancer à découvert quand on se présente sur Internet? Et puis enfin, je terminerai cette édition avec 2 rendez-vous que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Un avec le monde du libre et l'autre avec celui du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Salwa Toko. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de rester tout au long de cette édition pour participer à l'ensemble des sujets. Alors, vous êtes aussi la fondatrice de Bicomtech, dont la devise est Because Girls Can, qui œuvre pour la mixité dans le secteur de l'IT. Et par ailleurs, depuis 2 ans, vous êtes la présidente du Conseil national du numérique. Alors, on l'appelle aussi le CNUM, ce Conseil national du numérique. Il est composé de 30 membres qui sont censés être représentatifs de l'écosystème tech. Ils sont nommés par un arrêté du Premier ministre et sur proposition du secrétariat d'État au numérique. Voilà pour le tableau général. Alors, la mission du CNUM, c'est d'adresser les grandes problématiques du numérique pour la société, pour l'économie. Et cet été, vous vous êtes particulièrement intéressé à la question des travailleurs des plateformes. Alors, j'ai rapidement dit de quoi on allait parler, mais j'aimerais bien qu'on pose tout de suite le sujet. Qu'est-ce que vous appelez d'abord les travailleurs des plateformes? Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Alors, merci encore une fois beaucoup pour cette invitation et pour cette rentrée. Ce que nous avons appelé les travailleurs des plateformes, et c'est un sujet en fait qu'on adresse depuis maintenant plusieurs années au sein du CNUM. Il y avait déjà eu un premier rapport en 2016, justement montrant en fait l'évolution du monde du travail et comment cette plateformisation en fait du monde du travail était en train de plus en plus s'ancrer dans le monde du travail classique que nous connaissions jusqu'à présent. Et depuis un an, un peu plus d'1 an maintenant, lors de ma mandature, nous avons décidé de travailler de manière plus précise sur les questionnements et les problématiques qui ont été posées par l'entrée massive de travailleurs dits indépendants, mais qui sont subordonnés à des plateformes au travers d'algorithmes pour effectuer des tâches. Alors on va être plus précis peut-être sur les plateformes, quand même donner quelques noms. Les plateformes, c'est quoi? C'est Uber, c'est Amazon, c'est Deliveroo, c'est Frishti, c'est Itch également. Mais vous en avez plein d'autres. En fait, ce qu'on a constaté déjà de prime abord, c'est que vous avez une pléthore en fait de plateformes. Les 2 grandes, les plus connues et celles qui ont fait parler d'elles et qui nous ont amené, nous, au sein du CNUM, à travailler sur ce sujet qui est à la croisée du social, de l'économique et du numérique, c'est bien sûr Uber et Deliveroo, et notamment des manifestations de mécontentement des travailleurs de ces différentes plateformes quant à la qualité de leur travail, quant à leur manque finalement d'indépendance et d'autonomie, alors même qu'ils sont en quelque sorte recrutés parce qu'ils sont des indépendants, donc c'est sous la forme d'auto-entrepreneuriat qu'ils ont la possibilité d'accéder à un service qui leur permet d'effectuer un travail qui peut être rémunéré. Alors qu'est-ce que ça change d'être freelance indépendant pour un employeur lambda ou pour une plateforme numérique? Alors, ce qui change énormément, c'est que déjà, un indépendant en France est un statut qui est établi, qui existe, qui a des protections. Les travailleurs en fait des plateformes, ces auto-entrepreneurs qui travaillent sur ces plateformes, n'ont pas le choix, comme des indépendants classiques, de leurs tarifs, n'ont pas le choix de la plage horaire sur laquelle ils peuvent travailler. Ils sont en fait dépendants pour la plupart du temps des algorithmes qui leur accordent en fait les différentes tâches qui vont leur permettre de Alors ils peuvent dire oui ou non. Alors ils peuvent dire oui ou non, mais il s'est avéré, puisque c'est effectivement tout à fait le deal de départ, mais malheureusement il s'est avéré à l'usage
qu'ils ont pu constater des contraintes qui leur ont été amenées du fait d'avoir refusé, par exemple, une fois de travailler pour une journée ou une demi-journée ou même quelques heures, et de ne plus être sollicités de la même manière qu'ils avaient pu le constater au début, en fait, de leur activité. Et c'est là qu'ils ont commencé aussi à s'interroger comment est-ce que s'effectuent les différentes tâches qui leur sont attribuées. Et c'est là qu'on rentre dans le cœur du débat et que des juges, un peu partout maintenant dans le monde, ont qualifié comme lien de subordination, d'où les problématiques de certaines requalifications en tant que salariés, alors même que nous étions censés être sur du travail autonome et indépendant. Et quel type de travail? Là, on parle de livreurs. On peut parler aussi peut-être de gens qui éduquent des intelligences artificielles. On sait qu'il y a une plateforme, notamment sur Amazon et Google. Complètement. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a pléthore. Vous avez de la plateforme, ce qu'on appelle les travailleurs, qui amènent des tâches bien précises, bien spécifiques sur un temps T, qu'on appelle les travailleurs du clic. Il y a d'ailleurs un sujet qui est maintenant de plus en plus documenté, jusqu'aux travailleurs des plateformes que nous avons, sur lesquelles nous avons porté notre regard, nous, au CNUM, qui concerne plutôt effectivement les livreurs, que ce soit à vélo ou les chauffeurs VTC, qui transportent les personnes d'un point A à un point B, et qui là peuvent exercer en fait des plages horaires beaucoup plus importantes, mais se retrouvent confrontés exactement aux mêmes problématiques, avec une problématique de rémunération, de sécurité au travail, et qui n'ont pas accès aux mêmes droits et aux mêmes sécurités que l'ensemble des travailleurs. Parce que ce sont des plateformes américaines plutôt. Est-ce qu'il est possible d'envisager un dialogue social à la française, en fait, avec ces plateformes? Alors, c'est justement, ça a été tout l'objet de ce rapport que nous avons transmis et remis au secrétaire d'État au numérique, Cédrico, le 1er juillet dernier. C'était de partir, en fait, de ce constat de base que cette crispation de ce monde de travail qui est une opportunité de travailler. L'idée n'était pas du tout de casser l'économie des plateformes, mais comment faire pour que ces travailleurs aient les droits et les mêmes droits et devoirs, je dirais, que l'ensemble des travailleurs, et notamment en termes de droits sociaux. D'ailleurs, vous proposez aussi un système de notation de ces plateformes, peut-être parce qu'une autorégulation serait plus simple. Mais c'est parce qu'il y avait une autorégulation que nous sommes saisis en fait du sujet. Nous sommes prononcés contre les chartes en fait qui ont été édictées l'année dernière dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. L'autorégulation unilatérale de la part uniquement des plateformes ne nous est pas possible. Merci. Un dialogue social et un Digiscore pour les accompagner et responsabiliser l'ensemble des acteurs. Merci Salwa Toko, on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment. Je disais que vous étiez présidente du Conseil national du numérique, c'est pour 2 ans, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir de nouvelles élections. Exact, enfin de nouvelles nominations. Une nouvelle nomination du bureau. Sous peu, de l'ensemble des 30 membres et des parlementaires qui font partie de la mandature. On va enchaîner avec les news qui ont retenu l'attention de Victoire Sicora. Alors Victoire Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux cette semaine? Notamment, je crois, une histoire secrète d'un iPod qui a été préparé pour le gouvernement américain. Et oui, après 15 ans de silence, David Shire, un ancien ingénieur d'Apple, lève le voile sur un projet top secret, un iPod pas comme les autres, destiné au gouvernement américain et capable de récolter des données en cachette. Une histoire qui pourrait ressembler à une fake news. Pourtant, Tony Fadell, celui qu'on surnomme affectueusement le père de l'iPod, a confirmé la véracité des faits. Regardez son tweet. Le storytelling de David Shire est travaillé un jour gris. En 2005, son boss serait venu lui expliquer sa nouvelle mission, aider 2 ingénieurs du département de l'énergie des États-Unis, les aider en créant un iPod d'apparence lambda, mais capable de contenir du matériel nécessaire à l'enregistrement de données. David Shire révèle que seulement 4 de ses collègues avaient été mis au courant, même Steve Jobs ne le savait pas. Ils ont dû travailler dans des conditions dignes d'un film d'espionnage. Et on sait à quoi a finalement servi cet iPod secret? Alors lui-même ne l'a jamais su, mais il a son avis sur la question. Pour lui, cela aurait permis de mesurer la radioactivité de certaines zones. Une faute de frappe qui a donné naissance à un immeuble de 212 étages. Et oui, c'est possible sur Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator est sorti cette semaine sur nos ordinateurs et les utilisateurs ont pu se transformer le temps d'un vol dans leur avion préféré en pilote. Un vol pour découvrir la Terre, car vous pouvez en effet survoler l'ensemble du globe et retrouver des monuments mythiques dans une reconstitution bluffante. Mais la planète de Flight Simulator est pleine de surprises. Des joueurs ont tiqué sur Melbourne, où un bâtiment de 212 étages surplombe la ville. Et c'était volontaire?
Alors oui et non. Flight Simulator utilise les données d'OpenStreetMap pour reconstituer les villes. Or, comme l'explique ce tweetos, un internaute s'était trompé il y a un an. Au lieu de répertorier un immeuble de 2 étages, celui-ci en avait inscrit 212. L'erreur a été ensuite reprise par Flight Simulator qui a finalement décidé de conserver cet immeuble de 212 étages. Et alors Fortnite a organisé un tournoi anti-Apple. Et oui, vous le savez, le nouveau plaisir coupable d'Epic Games, c'est de faire enrager Apple. La guerre a commencé avec le bannissement de Fortnite de l'Apple Store et s'est intensifiée la semaine dernière avec une vidéo publiée par Epic Games où Apple est tourné en ridicule. Ce week-end, la provocation s'est intensifiée. Epic Games a annoncé sur Twitter qu'il organisait un tournoi dimanche. Hier, les meilleurs joueurs de Fortnite se sont donc affrontés dans un tournoi marqué par une dynamique anti-Apple. Et pour cause, le tournoi prend le nom de la coupe Free Fortnite ou Libérer Fortnite en français. Et qu'a donné le tournoi, le résultat? Alors côté règles du jeu, le gagnant sera celui ayant mangé le plus de pommes. Et des conditions de tournoi qui sont peu habituelles, vous le voyez, et des prix à gagner qui le sont encore moins. Les gagnants ont pu remporter l'avatar d'Apple, surnommé Trognon Grognon, en référence à Tim Cook, ou encore cette casquette qui détourne le logo Apple. Certains ont ironisé en annonçant leur participation à la Free Fortnite Cup à partir de leur Mac. On passe à une news plus sérieuse, Google Maps qui traque les feux de forêt en temps réel. Oui, de nombreux utilisateurs ont salué l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Google Maps, une fonctionnalité qui permet de suivre l'étendue des feux de forêt et de connaître leur localisation exacte en temps quasi réel, une fonctionnalité qui tombe à pic alors que les feux en Californie se multiplient et qui permettrait d'éviter à de nombreux habitants de ces zones de se faire piéger. Disponible à la fois sur ordinateur et smartphone, cette fonctionnalité montre bien le point névralgique du feu, mais également son étendue, ce qui permet d'éviter les fumées toxiques. Est-ce que l'application a une autre fonctionnalité ? Ah oui, les internautes ont en effet accès à ces informations délivrées par les autorités locales pour savoir comment réagir et ils peuvent être notifiés du danger s'ils entrent dans le périmètre concerné. Fitbit se targue de pouvoir détecter le Covid avant même qu'il ne soit déclaré. En mai dernier, Fitbit avait lancé une étude pour savoir si ces appareils étaient capables de détecter le virus avant même l'apparition des symptômes. Et la réponse est oui. En tout cas, les tests réalisés sont très encourageants. L'entreprise n'a pas manqué de partager cette réussite sur ses réseaux sociaux et notamment sur Twitter et LinkedIn. Et il y a de quoi communiquer. L'étude Fitbit a en effet permis de détecter 50% des cas de Covid-19 un jour même avant l'apparition des symptômes. C'est en s'appuyant sur des données comme celle-ci et la fréquence cardiaque ou encore la fréquence respiratoire que Fitbit parvient à identifier la maladie. Et comment ont réagi alors les internautes sur les réseaux sociaux ? Alors ils sont plutôt mitigés. Si certains considèrent que cette étude pourrait faire progresser les recherches sur le Covid, la majorité craignent pour leur vie privée et la protection de leurs données personnelles. Merci Victoire Sicora. Salwa Toko, est-ce qu'il y a une actu qui vous a fait réagir là, cet été? Ouais. Il y en a beaucoup, mais pour rester en fait dans l'actualité du Conseil national du numérique, quelques jours après la diffusion de notre rapport sur les travers du plateforme, nous avons aussi présenté notre rapport sur la transition environnementale liée au numérique et l'ensemble des 50 recommandations que nous mettons à disposition du gouvernement pour, et on le voit bien avec la crise sanitaire qui a lieu et l'ensemble en fait des aléas climatiques que nous subissons de plus en plus, qu'il y a une forte urgence à agir et une des premières, c'est de responsabiliser l'ensemble des acteurs et d'être en capacité de pouvoir mesurer en fait véritablement les difficultés et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés pour pouvoir permettre au numérique non pas d'être un mangeur d'énergie, mais de nous permettre en fait plutôt de réguler en fait ce climat, cette transition numérique et vous pouvez en trouver le détail sur l'ensemble du rapport. Et c'est un sujet, pollution numérique, qu'on va également traiter très très rapidement dans Smart Tech. C'est le moment de notre débat sur l'anonymat. Anonymat sur Internet, vrai ou faux problème? Alors la polémique a été relancée cet été par le Premier ministre Jean Castex. Il a rallumé la mèche, en quelque sorte, en comparant les réseaux sociaux au régime de Vichy, en disant que finalement on pouvait vous traiter de tous les noms sans jamais savoir qui c'est. Auparavant, le président de la République avait lui aussi demandé une levée progressive de l'anonymat en ligne. Alors jusqu'à quel point on peut être anonyme sur Internet? Et puis, quels sont les arguments des uns et des autres? Qui sont pour, qui sont contre? Qu'est-ce qu'il n'y a pas vraiment de consensus, on peut le dire, sur cette question? Alors, mes invités, eux, avancent à découvert, puisqu'ils ont accepté de venir en plateau aujourd'hui pour en parler. Romain Pigenel, bonjour. Vous êtes professeur en communication politique digitale à Sciences Po,
un ancien conseiller également du président de la République et directeur adjoint en charge du digital au service d'information du gouvernement de François Hollande. Je dirais, si vous l'acceptez, que vous êtes un penseur du numérique politique et engagé. Olivier Goriot, vous êtes président d'Espace Systèmes qui propose une expertise en cybersécurité auprès des PME, des TPE et aussi des collectivités locales et territoriales. Et votre vocation vous vient d'un traumatisme dont on parlera dans quelques instants. Et puis nous avons toujours avec nous Salwa Toko qui est présidente du Conseil national du numérique mais qui interviendra sur ce débat en son nom propre puisque le CNUM ne s'est pas positionné officiellement sur cette question. Nous aurons également en visio Philippe Cohen, qui est président fondateur de Respect Zone, une ONG française de prévention des cyberviolences et de la protection de l'enfance. Et puis Gaël Duval, président de eFoundation, une personnalité des logiciels libres. Salwa Toko, je voulais commencer avec vous, puisque vous êtes mon invité spécial sur cette édition. À titre personnel, donc déjà, vous penchez de quel côté si je vous pose la question de l'anonymat sur Internet? Vous êtes plutôt contre ou plutôt pour? Non, je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour l'anonymat, d'autant plus, et on verra lors du débat, qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, le vrai anonymat complètement anonyme, si je pourrais m'exprimer ainsi, n'existe pas et qu'il faut en fait... On peut avoir les moyens techniques de pouvoir repérer en fait une personne si une problématique soit de comportement en fait s'est positionnée sur les réseaux. Alors effectivement, cet anonymat, en fait, c'est un pseudo-anonymat, si je peux faire ce jeu de mots. Donc on est plutôt dans le pseudonymat, c'est ça en fait, hein, le débat. Romain Pigenet, je sais que vous avez publié, vous, une tribune qui, justement, s'offusque de cette position contre l'anonymat sur Internet, parce que déjà, vous dites qu'il n'est pas totalement... réel, hein. Quand on veut chercher qui est derrière une adresse IP, eh bien, on peut le faire. Aujourd'hui, en France et partout dans le monde d'ailleurs. En revanche, vous, ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est la possibilité de ne pas décliner son identité à chaque instant sur Internet? Déjà, je crois effectivement que c'est un débat mal posé qui essaie d'apporter de mauvaises solutions à des problèmes qu'on ne nomme pas vraiment. Première imprécision, effectivement, à chaque fois qu'on parle d'anonymat, on parle en réalité du pseudonymat. Alors, monsieur pourra en parler mieux que moi, mais effectivement, comme l'a dit Salwa Toko, dans 99,9% des cas, on sait arriver à remonter la personne qui est derrière une identifiant, une identité, grâce aux adresses IP, en faisant pression sur les fournisseurs d'accès, etc. Donc ça, c'est pas un vrai problème. Et en général, quand on voit le débat qui est plutôt porté dans la sphère politique, c'est un débat sur le pseudonymat. Pour être encore plus précis, dans la grande majorité des cas, dans ce qui a été adressé par le président de la République, le Premier ministre, d'autres avant eux, parce qu'il faut rappeler aussi que dès 2010, il y avait eu un sénateur, Jean-Louis Masson, qui avait essayé de poser une loi pour obliger les blogueurs à l'époque à dire qui ils étaient. Je crois que c'était Éric Ciotti en 2016, après, qui avait aussi tenté quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est un vieux débat politique. Et en fait, on parle à chaque fois pas de problématique de cybersécurité, la plupart du temps, dans le débat politique en tout cas, mais de la problématique des réseaux sociaux. Et plus particulièrement de la nébuleuse de la haine en ligne. Je dis nébuleuse de la haine en ligne parce qu'aujourd'hui, derrière l'accusation de discours haineux, il y a beaucoup de choses qui sont mises pêle-mêle. Il y a d'un côté, effectivement, tout ce qui est les propagandistes de haine, racistes, antisémites, homophobes, etc., qu'il faut poursuivre et qui sont pour partie sous pseudonyme, mais pas tous, parce qu'on voit aussi tous les jours qu'il y a, y compris sur les plateaux télé, des gens qui viennent dire des horreurs avec, sous leur vraie identité. Il y a ça. Il y a après une deuxième partie du problème qui est, on va dire, tout ce qui est le discours qui relève plutôt du trollisme, les gens qui vont porter un discours un peu agressif mais qui n'est pas réellement haineux. Et puis après, il y a toute une grande partie de la population qui est sous pseudonyme sur Internet. Pourquoi? Au fond, parce qu'il n'est pas donné à chacun de vouloir être une personnalité publique et de vouloir assumer tout le temps ce qu'il dit, parce que pour plein de raisons, ça peut être, on veut avoir des opinions politiques qui seraient dangereuses dans son travail, on veut dire des choses qu'on n'oserait pas dire sous le sceau sous son identité réelle. Donc, on aborde en fait, me semble-t-il en tout cas, des problématiques extrêmement diverses. On en fait un énorme amalgame, et puis c'est un peu aujourd'hui devenu le nouveau point Godwin sur Internet dans le débat politique. On dit à chaque fois, voilà, il faut mettons fin à l'anonymat et tout va être réglé. Mais encore une fois, de quel anonymat parle-t-on et de quel type de problème parle-t-on? Le vrai problème, il est effectivement, l'anonymat n'existe pas réellement sur Internet, bien sûr, on est d'accord, mais en revanche, pour le lever, ça demande quand même quelques démarches, et c'est un peu ça qui pose problème. C'est-à-dire que spontanément, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à l'identité de la personne. Je voulais vous donner la parole, Olivier Goriot, pour nous raconter votre histoire. Je disais que vous aviez vécu un traumatisme, en fait... une cyberattaque qui a attaqué votre groupe, rappelez-moi son nom, Hôtel et Patrimoine.
Et qui vous a donné envie de vous lancer dans la cybersécurité. Est-ce que ça fait de vous un combattant de l'anonymat? Alors, si je reviens juste, pour revenir camper le décor après, il n'y a pas d'anonymat réel. Il y a effectivement, avec un pseudo, on arrive à, vis-à-vis du grand public, à se cacher. Maintenant, quand on creuse un peu le sujet et que on pose des questions à des vrais spécialistes, il n'y a pas vraiment d'anonymat et je pense que l'anonymat n'existe pas, on sait tout. Et encore une fois, la problématique, c'est pas tellement de savoir s'il existe ou pas. Je crois aujourd'hui, le vrai débat, c'est est-ce qu'on laisse les gens s'exprimer sous un pseudo ou est-ce qu'on leur impose d'afficher leur identité? Donc, quelle est votre position, vous, sur cette question? Tout dépend de qui on parle, tout dépend de la façon dont qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut. Effectivement, il y a des nébuleuses, des tas de gens qui essayent de s'exprimer sans qu'il n'y ait d'engagement réel de la personne. C'est facile de dire tout et n'importe quoi à partir du moment où on s'appelle 002, mais simplement... Dans l'affaire qui vous a touché, donc c'était un racket en fait, qui a été orchestré en ligne. Vous avez cherché à savoir qui était derrière? On a retrouvé. On a retrouvé qui était, alors la personne non, puisque ce sont des groupes, mais qui étaient basés à l'étranger et qui passaient par un certain nombre de serveurs. Alors, un racket, c'est effectivement, c'est le mot français pour ce qu'on appelle du hacking, tout simplement. L'ensemble du groupe que j'ai fondé et dirigé il y a un certain nombre d'années, qui est un groupe hôtelier, on s'est retrouvé en quelques instants crypté, tout simplement, avec un cryptolocker qui est arrivé sur un PC par une manipulation. On dit souvent 80%. C'est un ransomware, un rançongiciel. Voilà, c'est ça. 80% du risque qui vient de l'humain. La raison pour laquelle il faut une sensibilisation accrue des collaborateurs, il faut un certain nombre d'outils. C'est un vrai sujet de fond sur lequel on travaille maintenant depuis 3 ans avec mes équipes. Néanmoins, ce qui s'était passé à l'époque, c'était pas il y a pas si longtemps, c'était début 2016, l'ensemble du groupe, on avait 200 collaborateurs, se retrouvaient en quelques instants quasi au quasi. Et donc vous avez mené votre enquête pour démasquer l'attaquant. Oui, mais dans un premier temps, il faut retrouver la vie de l'entreprise, puisque à ce moment-là, elle est complètement bloquée. Alors, on ne va pas faire un débat sur le ransomware, parce que ce n'est pas le sujet de l'émission. On va donner la parole à Philippe Cohen, donc fondateur de Respect Zone. Bonjour Philippe Cohen. Merci d'être avec nous. Alors l'association Respect Zone, elle propose un outil éducatif de lutte contre justement la haine, la cyberviolence, l'homophobie, le racisme. Selon vous, est-ce que les pseudonymes, l'usage des pseudonymes facilite ces dérives, on va dire, sur Internet ou des dérives des réseaux sociaux? Et oui, évidemment. Naturellement, lorsqu'on avance masqué, d'ailleurs c'est assez drôle de parler de masque au moment où on est encouragé à porter des masques. C'est un autre débat symbolique qui se pose, mais qui n'est pas exactement le débat du jour. Mais oui, avancer masqué, c'est forcément être plus enclin à pouvoir agir d'une manière impunie. Notre travail avec Respect Zone, c'est vraiment de travailler sous l'angle de la protection des victimes. Alors, ce que l'on préconise, ce n'est pas une interdiction des pseudos, bien sûr, mais c'est par contre le fait que les plateformes soient encouragées, ça fait partie des 50 propositions qu'on a formulées, mais qu'elles soient encouragées à ne pas valoriser l'absence d'une transparence. C'est-à-dire que dès lors que l'on est en ligne, l'idée, c'est de pouvoir être au plus transparent possible. Si vous êtes un jeune homosexuel dans un village qui fait 2000 habitants, c'est vrai que ça sera beaucoup plus aisé d'avoir une vie privée normale et acceptable si vous êtes sous pseudo. Mais ça fait partie des exceptions. Donc l'idée, c'est d'arriver à encourager les plateformes à expliquer à quel point la transparence est une vertu sur Internet. Et c'est pour ça qu'on travaille surtout sur la partie prévention, qui nous paraît encore plus intéressante que la partie répression. Alors comment vous arrivez à marier ces deux choses incompatibles quand même? Garder le pseudo et en même temps être transparent sur son identité? Eh bien, en fait, c'est pour faire en sorte que lorsque vous choisissez une plateforme sur laquelle vous allez vous exprimer, qu'il y ait celles qui soient des zones de respect. C'est pour ça qu'on a appelé notre ONG Respect Zone, parce que vous pouvez faire un choix d'être sur une zone où la transparence est un principe et où une pseudonymisation est une exception.
Et ça ferait partie des règles de cette plateforme. Ce que l'on encourage aussi, et c'est vraiment dommage que Olivier Itiani soit absent aujourd'hui, parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse en débattre aussi donc avec lui, c'est que l'on puisse carrément faire un changement dans la Constitution française pour faire en sorte que la protection des victimes sur Internet soit un droit fondamental et que par conséquent que la pseudonymisation puisse rester avec un caractère purement exceptionnel. Lorsqu'on se balade sur les réseaux sociaux et que l'on s'intéresse à savoir pourquoi est-ce que les gens cherchent à aller sur un VPN, sur un réseau comme Tor, et je ne vais pas citer d'autres, puisqu'il y a effectivement quelques réseaux qui sont faits pour anonymiser vraiment. Les raisons fondamentales, c'est-à-dire quelles sont les motivations de ceux qui veulent aller sur les VPN et sur les réseaux qui sont anonymisants, c'est pour trafiquer, c'est pour faire du download illicite, c'est pour trafiquer des contenus illicites comme des contenus pédophiles, c'est rarement pour faire le bien. Ce que vous dites, c'est que, à vos yeux, en tout cas, utiliser un pseudo, ce serait une exception, mais ce serait même finalement quelque chose de suspect. Qu'est-ce que vous pensez de la pratique du doxing? Parce que ça fait partie un peu du débat dont on entend parler. Le doxing, c'est une pratique en fait, qui consiste à dévoiler publiquement l'identité de quelqu'un qui est justement derrière un pseudo. En fait, ça fait aussi partie des manières de pouvoir victimiser quelqu'un. Lorsque la raison qui fait que vous êtes sous un pseudonyme est une raison de protection de sa vie privée et non pas de vouloir avancer masqué pour attaquer plus fort, à ce moment-là, le doxing que vous citez est un acte qui devrait faire partie des infractions illicites. On sait que la loi Avia a été l'objet d'une censure, qu'il y aura peut-être un autre projet de loi qui sera plus compatible avec le Conseil constitutionnel. Eh bien, c'est pour cette version 2 que nous aimerions pouvoir créer une prévention pour interdire ce type de pratiques, qui sont des pratiques qui peuvent pousser certaines personnes jusqu'au suicide, donc avec une vraie toxicité du comportement. Merci beaucoup Philippe Cohen de Respect Zone d'avoir partagé votre point de vue qui a fait réagir évidemment en plateau. Salwa Toko, moi je pensais notamment aux jeunes femmes, puisque vous êtes la fondatrice de Become Tech qui s'intéresse à la mixité dans l'IT. On connaît beaucoup de jeunes filles qui utilisent des pseudos, notamment sur des plateformes de jeux vidéo, pour se protéger finalement. Tout à fait. Alors, j'aurais pas de chiffres à vous donner, mais là où je m'interroge, en fait, c'est que on se place toujours en fait du côté de la victime, les victimes qu'il faut protéger. On en est bien, je pense tous d'accord ici sur le plateau. Mais je pense d'abord aussi essentiel en fait vraiment de se former en fait à ce que c'est que vivre aujourd'hui dans un univers numérique. Et c'est ce que l'on défend en fait aussi. C'est-à-dire se former à utiliser plusieurs identités aussi. Se former à utiliser plusieurs identités. Ne pas oublier être sous un pseudonyme en fait sur Internet, c'est pas forcément pour faire le mal, c'est aussi peut-être pour protéger des libertés individuelles, des libertés publiques, là où dans son espace physique on ne peut pas le faire à visage découvert. Donc oui, il y a ce paradoxe, oui, ça peut rendre un petit peu schizophrène. Je ne pense pas que l'on utilise un VPN uniquement pour aller faire le mal ou uniquement pour aller faire du trafic illégal. C'est comme, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la vie numérique, c'est exactement la même chose que dans la vie réelle. Je vais juste repréciser, le VPN, en fait, c'est l'utilisation d'un tunnel sécurisé entre son ordinateur et le site qu'on va consulter et qui est utilisé aussi pour des questions de protection, de cybersécurité parfois. Complètement. On recommande même. Mais, complètement. Et Olivier Goriot, vous confirmez. Oui. Je pense en fait qu'il y a un besoin vraiment d'éduquer, mais tout le monde, la société, les citoyens de manière générale, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques. Alors j'ai vu Romain Pigenel bondir sur sa chaise à l'écoute de Philippe Cohen. Non mais je crois effectivement, d'abord, moi je regrette, on revient un peu dans les amalgames entre l'anonymat, le pseudonymat, on parle aussitôt de pédocriminalité, après on va parler du bitcoin, donc on connaît ces débats-là. Je pense qu'il faut être précis et bien distinguer les situations. Il y a effectivement de la victimisation, il y a de la criminalité, mais celle-là, elle se traite par des moyens de justice. Et je crois que ce qu'il faut rappeler à tout le monde, c'est que personne ne reste impuni sur Internet, et quand on est victime de harcèlement, ce que trop peu de gens font, quand on est victime de propos calomnieux, etc., on porte plainte. Et après, on peut remonter
Aujourd'hui, c'était compliqué il y a quelques années. Twitter, Facebook, etc. N'étaient pas très volontaires pour passer les informations, pour identifier. Aujourd'hui, ça a changé. Mais trop peu de gens portent plainte. Pourquoi? Parce que derrière, en France, on ne sait pas très bien comment fonctionne la justice, parce qu'il n'y a pas assez de moyens de police, de justice pour faire ces enquêtes. Donc déjà, utilisons les moyens. Alors sur les réseaux sociaux, quand on commence à porter plainte, c'est pas forcément non plus faire une bonne publicité. Il y en a aussi qui craignent pour leur e-réputation. Oui, mais ça, pourquoi en faire la publicité? Donc beaucoup de gens effectivement disent je vais porter plainte, etc. Peu le font. D'abord, il faut le faire. Et plus il y aura de personnes réellement qui auront réellement utilisé le pseudonymat pour faire des propos haineux, etc., qui seront condamnés et durement condamnés, plus ça fera reculer la haine en ligne. Après, moi, porter la transparence comme un modèle, moi, c'est quelque chose qui me pose un peu problème. Il y a déjà des réseaux qui fonctionnent sur la transparence. Le meilleur exemple d'entre eux, c'est LinkedIn. Et alors déjà, les gens qui veulent vraiment être dans une forme de... Ou Facebook même. Ils peuvent y aller, ou Facebook. On sait d'ailleurs pourquoi Facebook promeut et force cet aspect-là. Parce que c'est extrêmement intéressant économiquement pour Facebook de savoir qu'un vrai compte égale une vraie personne identifiée, d'accumuler des données, etc. Donc attention aussi, parce que plus on imposerait la transparence, plus on mettrait en place des modèles de captation des données sur les individus, plus on donnerait d'argent et de données aux GAFA, etc., etc. Donc moi, je crois au contraire qu'il faut défendre la liberté du pseudonymat, porter plainte, faire des actions de justice et donner les moyens à la justice et à la police à chaque fois qu'il y a des débordements. Mais a-t-on envie sinon d'avoir quelque chose de complètement, d'abord d'un débat complètement lignifiant? Allons voir sur LinkedIn, qui est quand même aujourd'hui une espèce de cauchemar aseptisé, où tout le monde porte, en tout cas sur la partie réseau social, avec un discours extrêmement convenu, où personne n'ose rien dire parce qu'on a peur de ce que va penser le patron, le collègue, etc. Donc il faut défendre le pseudonymat qui permet de défendre une liberté d'expression et plein de libertés individuelles. On peut parler d'un exemple comme Doctissimo. Est-ce que les gens qui vont chercher des avis médicaux, est-ce qu'ils ont envie de le faire sous leur vrai nom? Et par contre, il faut être sans pitié sur tous les débordements. Et là, par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de moyens de police. C'est peut-être là où aujourd'hui, il y a des choses à faire. Exactement. On va donner la parole à Gaël Duval. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes le président de eFoundation. Je disais que vous étiez une personnalité dans le monde du logiciel libre, un pionnier de Linux en France. Alors, vous avez développé la eFoundation, en fait, développe un système d'exploitation qui, on pourrait dire, est une alternative à Android. C'est une sorte de Android débarrassé de tous les services Google, parce que votre point de départ, c'est de dire finalement, on n'est pas assez protégé quant à notre identité, nos données personnelles. Alors, est-ce que justement, ça fait de vous un défenseur de l'anonymat sur Internet ? Alors oui, effectivement, nous, on développe des produits qui permettent de s'échapper un petit peu de la surveillance industrielle qui aujourd'hui est à l'œuvre dans le monde d'Internet par les GAFA en particulier. Est-ce que ça permet d'avoir plus d'anonymat sur Internet? C'est pas vraiment l'objectif en fait, puisque effectivement, comme je l'ai entendu juste avant, la question c'est plutôt pseudonymat versus anonymat. Et on sait très bien que l'anonymat sur Internet, il n'existe pas réellement, puisque en cas de malversation, de choses qui sont illégales, il y a de fortes chances pour que les services de justice et de police puissent retrouver les personnes, même si elles agissent sous la couverture factice d'un pseudonymat. Donc, je pense que le vrai débat, il est un petit peu différent. Il est vraiment entre pseudonymat, anonymat, et puis on peut aussi éventuellement étendre un petit peu la problématique en se disant que ceux qui veulent vraiment être anonymes sur Internet, il y a des gens, des hackers qu'on appelle les black hackers, enfin les gens qui n'agissent pas forcément pour le bien de tous, qui savent se rendre anonymes sur Internet. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver ces gens-là. On peut penser d'ailleurs aux Anonymous, qui est une sorte de groupe activiste non identifié, justement, qui revendique de la désobéissance civile et qui sait très bien se protéger contre l'identification. Ce qui vous inquiète, Gaël Duval, dans cette société qui veut lutter contre le pseudonymat, c'est quoi? C'est un système de surveillance généralisé? Est-ce que tout le monde doit être anonyme ou est-ce qu'on doit le réserver aux activistes? Si vous voulez, la question, elle est un petit peu différente. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit être anonyme? C'est pas la question. Nous, ce qu'on défend, c'est le fait de pouvoir avoir une vie privée, numérique, aussi bien qu'on a une vie privée dans la vie réelle. Je pense que personne n'accepterait que ces conversations téléphoniques soient écoutées de manière automatisée. Personne n'accepterait que son courrier soit ouvert pour voir ce qu'il y a dedans avant d'être distribué dans la boîte aux lettres.
peut-être avec un petit tract publicitaire contextuel. Je veux dire, et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe avec les smartphones, aussi bien avec un smartphone Android, donc par Google, qu'un smartphone iOS, par Apple, ce qui représente 100% aujourd'hui du marché mondial du smartphone. Aujourd'hui, on a une écoute des données personnelles qui est opérée de manière industrielle. Il faut savoir qu'avec un smartphone, on envoie environ 6 mégaoctets de données personnelles par jour. Donc vos données personnelles, c'est où vous êtes, ce que vous êtes en train probablement de faire, dans quel magasin vous vous rendez, enfin plein de choses qui vont faire que le fait de vous tracer de manière numérique va donner de la valeur au business model de la personne, enfin de la société qui l'exploite. Mais en fait, il y a un peu une injustice là-dedans, parce que finalement, il y a des compagnies qui ont accès à toutes nos données personnelles, et puis l'internaute lambda, lui, qui ne sait pas qui se cache derrière le pseudo qui est en train de l'agresser sur Internet. Il y a peut-être cette question aussi à régler. Alors merci Gaël Duval pour votre intervention. Gaël Duval de Lee Foundation. Olivier Gouriot, qu'est-ce que ça changerait en matière de cybersécurité si on mettait fin au pseudonymat ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, pas grand-chose. Parce qu'à la réaction de tout le monde, on est des grands naïfs. Les outils que nous utilisons, mes collaborateurs utilisons sur nos téléphones portables, qui sont montrables à tout le monde, on se rend compte du nombre quand nous n'avons pas ces outils-là, on se rend bien compte à la lecture des statistiques de ce qui se passe sur nos téléphones. Les 6 mégas de données, elles sont absolument réelles. Elles sont même de temps en temps bien supérieures. Les nouvelles datas, c'est la voix, mais c'est aussi la reconnaissance faciale. On parle de l'anonymat, mais l'anonymat n'existe pas réellement. Elle n'existe que dans le pseudo qu'on pourrait utiliser pour dire des choses. Le reste, ces grands, que ce soit les Batix ou que ce soit les GAFAM, savent tout de tout, à la fois sur de la data chiffrée, sur de la data son et puis de la data image. Et finalement, si on devait retenir quelque chose de ce débat, c'est que parler d'anonymat sur Internet, c'est un peu une hérésie. La vraie question, c'est le pseudonymat. Et avancer sous pseudonyme, ça peut être effectivement compliqué à gérer pour des gens qui sont agressés. Mais en même temps, ça peut être une protection pour notre vie privée et notre liberté d'expression, si je devais résumer un peu vos propos. Merci beaucoup Romain Pigenel et Olivier Gouriot pour votre intervention. Je vais vous laisser partir. Nous, on va enchaîner. On a un rendez-vous exclusif avec le monde du logiciel libre. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Alors, Salwa Toko est toujours avec moi, la présidente fondatrice de Bicomtech et actuelle présidente du Conseil national du numérique. Et nous a rejoint Jean-Paul Smets, qui est le PDG notamment de RapidShare, en tout cas un entrepreneur du monde, RapidSpace, pardon, du monde du logiciel libre. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors ce monde, vous baignez dedans et j'aimerais que vous nous aidiez à le faire mieux connaître. On va commencer ce rendez-vous sur le monde du libre avec la première question que j'ai envie de vous poser déjà, c'est qui sont ceux qui développent ces logiciels libres ? Les logiciels libres sont développés par des auteurs. Et ces auteurs sont souvent des employés et des salariés. Ah tiens donc. Et ils travaillent pour leur grande majorité au sein de ce qu'on pourrait appeler des éditeurs de logiciels libres qui les emploient. Parce qu'on a plutôt l'image de groupes communautaires avec des bénévoles. Alors, il y a une sorte de mythologie de la communauté et des bénévoles. Oui, ça existe aussi et c'est très bien. Mais c'est un peu comme le mythe des hippies ou du garage d'Apple dans les années 70 qui ont peut-être existé. Et surtout, pour beaucoup de gens, l'idée de communauté de bénévoles, c'est une façon d'oublier de parler du financement du logiciel libre. Parce que si c'est la communauté et des bénévoles, c'est pas moi. Si c'est pas moi, il n'y a pas besoin de payer. Merci les bénévoles, merci la communauté et oublions cette affaire. Alors que la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui financent ces développements. Alors, il y a des organismes qui peuvent être des entreprises ou des fondations ou des associations ou des laboratoires de recherche, parfois un mélange des deux, une entreprise, une association, un laboratoire, plusieurs entreprises. Et c'est finalement la façon naturelle aujourd'hui d'assurer le développement à long terme des logiciels libres en ayant la possibilité d'employer de bons ingénieurs
qui vont trouver... Alors pourtant, on ne voit pas finalement qui se trouve derrière ces logiciels libres. On n'a pas ces éléments. Je pense qu'on devrait regarder un exemple, le Oui. logiciel VLC. Donc c'est un logiciel Un des plus connus. un des plus connus, on l'adore tous, on s'en sert sur nos téléphones, nos ordinateurs. Alors là, on voit le site web de VLC, Oui. où il est expliqué, voilà, vous pouvez le télécharger. C'est un logiciel qui est fait par une communauté. Et en bas, on voit que la communauté est dirigée au sein d'une association par un certain Jean-Baptiste Kempf, Tout à fait. avec plusieurs de ses collègues. Alors regardons maintenant le code source de VLC et ce que fait Jean-Baptiste Kempf sur VLC. Alors parmi les 506 contributeurs, on voit un peu plus bas que Jean-Baptiste Kempf contribue de moins en moins, mais qu'un certain UX4B en dessous, un certain Steve Lhomme, contribue de plus en plus. Alors si on va voir sa page personnelle, là, je vous montre comment on regarde en fait Oui, les oui, c'est logiciels intéressant. libres. On voit qu'il travaille pour une société qui s'appelle Videolabs. Et quand on va chez Videolabs et qu'on cherche à voir ce qu'ils ont fait, Videolabs nous écrit « Nous sommes les principaux auteurs de VLC pour Android, pour iOS. » On voit des grands clients. On voit l'ensemble de l'équipe. Là, on retrouve Jean-Baptiste Kempf, PDG de Videolabs, et Steve Lhomme, UX4B, qui est un des développeurs. Alors finalement, il y a quoi comme différence entre là, cet éditeur et un éditeur classique que tout le monde connaît comme Microsoft? Il y a beaucoup de différences parce que vous avez tout le code source, donc vous pouvez auditer et vérifier qu'il n'y a pas de backdoor ou de malware. Si jamais vous avez envie de devenir calife à la place du calife et que vous n'aimez pas Jean-Baptiste Kempf pour je ne sais quelle raison, il n'y a pas vraiment de raison, mais tout est possible dans ce monde. Donc vous pouvez créer votre association, votre entreprise, prendre le code, le diriger dans la direction qui vous plaît, si vous en avez les compétences. Bon, tout ça est en partie théorique, mais ça peut arriver. Et puis si jamais on ne le souhaite surtout pas, quelque chose d'horrible arrive à Videolabs, mais vraiment on ne le souhaite pas, ça veut dire qu'avec un logiciel libre, vous allez pouvoir créer une autre entreprise, une autre association et poursuivre le projet. C'est déjà arrivé, par exemple, lorsque MySQL a été racheté par Oracle et que l'auteur de MySQL a décidé de repoursuivre le logiciel sous un autre nom, MariaDB. Merci beaucoup Jean-Paul Smets de Rapid Space pour cette première découverte du monde du libre. On en reparlera. C'est une communauté passionnante, mais encore un petit peu mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Salwa Toko, je vous garde avec moi. On va enchaîner sur le monde de demain. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain? C'est le grand retour de notre séquence exclusive sur le biomimétisme et le grand retour donc de Sydney Rostand, PDG de Bioxégie. Alors vous allez nous prouver encore une fois sur ce plateau combien le génie de la nature peut inspirer les ingénieurs et les chercheurs. Oui, je pense qu'avec la rentrée, je voulais revenir sur une thématique qui, moi, me tient particulièrement à cœur. La raison pour laquelle je viens ici, c'est aussi de pouvoir défendre le point de vue des biologistes avec lesquels je travaille, défendre modestement le mien aussi, et pouvoir aborder les questions, les défis contemporains, en premier rang desquels le changement climatique, sous un prisme un peu différent, qui est celui justement de l'ingéniosité de la nature, de la biologie. C'est vrai que pour combattre le réchauffement climatique, on parle souvent de technologie. Alors certes, on peut croire au fait qu'on va résoudre tous les problèmes avec des SUV électriques, avec des trottinettes, etc. etc. Moi, je pense fondamentalement, et je souhaite le dire aujourd'hui, que la première façon de répondre aux défis du changement climatique, c'est de mieux comprendre, d'arriver à décrypter, et ensuite de maîtriser les cycles naturels et les grands équilibres, notamment les équilibres de la biodiversité. Il faut dire ce qui est, c'est qu'on ne les maîtrise pas vraiment. Et donc, je suis venu avec quelques éléments qui, pour moi, enfin je l'espère, en tout cas, souligneront un petit peu ces grandes tendances et ces grands équilibres. Je veux commencer par le cycle du carbone. Bon, effectivement, le changement climatique, c'est dû aux gaz à effet de serre, au premier rang desquels, enfin 25% environ, ce fameux CO2 qui est devenu tristement célèbre. Je rappelle que la concentration de CO2 a augmenté de 30% sur les 50 dernières années, qu'elle va encore prendre 100 particules par millier d'ici 2050. Bon, c'est un sujet de pollution numérique qu'on a abordé tout à l'heure avec Salwa Toko et qu'on va réaborder dans Smart Tech, tout à fait. Exactement, donc c'est assez catastrophique, mais la réalité c'est que le CO2 dans la nature, c'est pas du tout un ennemi. En réalité, le carbone, c'est une brique élémentaire complètement abondante dans le vivant. Et là aussi, il faut dire ce qui est. Vous prenez des écosystèmes dans leur ensemble, ce qu'on appelle des biotopes, à la surface de la Terre ou à la surface des océans. En réalité, tout s'équilibre parfaitement. Vous prenez une forêt,
notamment les forêts matures comme la forêt amazonienne, la réalité c'est qu'elle ne vient pas forcément séquestrer, si on fait le bilan total, elle ne vient pas forcément séquestrer du carbone. Elle en rejette tout autant qu'elle en absorbe. Les arbres, vous avez autant d'arbres nouveaux qui se créent que d'arbres qui meurent et qui sont après dégradés par la biodiversité. Et alors, quelle leçon on peut retenir de ça? Voilà. Alors, vous avez en fait un certain nombre d'écosystèmes ou d'espèces, au premier rang desquels les phytoplanctons, les cyanobactéries, etc., qui sont particulièrement capables de capter, de séquestrer le CO2. Je vais prendre 2 exemples qui, moi, me paraissent assez intéressants. Le premier exemple, c'est le phytoplancton, ou tous les organismes marins, notamment des cyanobactéries, qui ont une capacité à une concentration très forte pour se stabiliser du CO2. Notamment les algues bleues. Donc, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont un carboxysome. C'est une sorte de macromolécule, un compartiment en fait dans les cellules qui est capable de concentrer de CO2-là. Et vous avez des chercheurs australiens qui sont allés chercher ce carboxysome-là pour essayer de modifier génétiquement certaines plantes afin qu'elles soient capables de stocker, de filtrer, de fixer en fait beaucoup plus de CO2. Le deuxième exemple dont j'aime, alors il faut s'en méfier évidemment puisque c'est des OGM, tout ça, mais c'est des technologies qui sont nouvelles. Le deuxième exemple que moi j'aime bien, c'est celui, je pense, qui est assez emblématique de notre ville, c'est les colonnes Morris, donc c'est des colonnes publicitaires. Vous avez Suez, il y a quelques années, qui a cherché en fait à fixer des microalgues dans des pseudo-colonnes Morris, ce qui permet en fait d'aller fixer du CO2 sur place et de faire croître en fait des microalgues. Et une fois qu'elles sont arrivées à maturité, on peut les utiliser pour du biogaz. Donc ça, c'est un peu les solutions ingénieuses qui fait que si on s'éloigne un peu des idées reçues qui est de dire voilà, il n'y a que la forêt amazonienne qui stocke du CO2. Non, en réalité, il y a plein d'autres écosystèmes qui sont capables, qui parfois séquestrent de façon beaucoup plus efficace du CO2 qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer pour créer des technologies qui, moi je l'espère, nous aideront à capter plus de CO2 et ralentir en fait le changement climatique. On l'espère aussi. Merci beaucoup Sidney Rostand de Bioxégie. Salwa Toko, je crois que vous avez découvert du coup dans Smartech le biomimétisme. On continuera à le découvrir dans les prochaines semaines. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez goûté comme moi toutes ces découvertes et ces réflexions autour de l'innovation. On conclut Smartech avec le lab Startup et 4 jeunes pousses à découvrir. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.